Bonjour à toutes et à tous, chères clientes, chers clients, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez bien pour un webinaire dédié à l'investissement socialement responsable, également appelé l'ISR. J'en profite immédiatement pour souhaiter la bienvenue et remercier Stéphane et Raphaël qui ont bien voulu se prêter au jeu et nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour Stéphane, bonjour Raphaël. Vous aurez la parole dans Bonjour. un instant. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de ce sujet de l'investissement socialement responsable? Eh bien tout simplement parce qu'on constate qu'il prend, une place importante, pour ne pas dire parfois prépondérante, que ce soit au niveau des pouvoirs publics, des autorités financières et également en matière de réglementation. Et c'est également, au fil des années, une demande croissante de la part de nos clients. In fine, eh bien ça a toute sa place, hein, l'ISR trouve toute sa place dans une allocation d'actifs et dans la gestion de patrimoine de nos clients de manière générale. Que ce soit au travers des placements financiers ou des placements immobiliers, pardon. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, Stéphane, Raphaël, vous êtes là aujourd'hui, hein, votre présence ici n'est pas anodine. J'ai souhaité lier un petit peu le meilleur des deux mondes entre les actifs financiers d'un côté, hein, notamment les actions cotées qu'on peut loger dans les assurances vie, les PER, les contrats de capitalisation de nos clients, et l'immobilier, qui sont finalement tous deux, je dirais, deux piliers ou deux parts importantes du patrimoine et de la gestion de patrimoine de nos clients. Donc, sans plus attendre, si l'on devait donner une définition simple de ce que c'est que l'investissement socialement responsable, Stéphane, Raphaël, n'hésitez pas à me compléter si jamais j'ai oublié quelque chose. Je dirais que c'est donner aujourd'hui accès à des valeurs ou des biens au travers soit d'investissements directs, soit au travers de fonds d'investissement, hein, comme les OPCVM notamment, et qui auront vocation, en plus des critères d'investissement classiques, tiendront compte de critères extra-financiers. Et finalement, les critères extra-financiers sont souvent résumés sous l'acronyme ESG. E pour environnement, les critères environnementaux, les sociétés qui auront vocation à réduire notamment leur émission de CO2 ou encore le gaz à effet de serre, avoir un impact sur le recyclage, leur consommation électrique, finalement tout ce qui va prévenir un petit peu des risques environnementaux. Pour ce qui est des critères sociaux, on parlera ici, je dirais, de l'environnement global de l'entreprise, notamment avec la politique de cette dernière, le recrutement de personnes en situation de handicap, la qualité du dialogue social aussi vis-à-vis de leurs salariés, le bien-être de manière générale dans ces entreprises. Et enfin, le G de gouvernance, pour tout ce qui concerne la transparence, notamment en termes de rémunération des dirigeants, de la lutte et de la corruption et la féminisation des conseils d'administration, pour ne donner que quelques exemples. Pardon. Si je devais résumer finalement, c'est investir dans des actifs qui sont gérés de manière plus responsable, qui contribuent au développement durable et évidemment, comme on parle bien d'investissement, qui ont de la performance sur le long terme. Et Raphaël, Stéphane, vous êtes là aujourd'hui pour nous expliquer notamment comment, au sein de vos sociétés respectives, vous arrivez à lier l'ISR et la performance. Est-ce que vous êtes OK avec tout ça? C'est bon pour vous? C'est très clair. Merci, Maxime. Super. Ouais, c'est Bien, clair, merci merci à tous les beaucoup. deux. Je terminerai simplement avec les deux labels les plus fréquents, hein, compte tenu du temps qui m'est accordé, il y en a évidemment beaucoup plus, mais nous ne parlerons que de ces deux-là aujourd'hui. C'est le label ISR et le label Greenfield qui ont été mis en place en 2015 tous les deux et qui ont vocation à labelliser, récompenser entre guillemets les sociétés de gestion ou les entreprises qui justement respectent pour l'un ces critères ESG qu'on vient de voir à l'instant et pour l'autre qui sont vertueuses en matière d'économie verte, excluent notamment tout ce qui est énergie nucléaire ou énergie fossile. Et bien voilà, après la théorie, la pratique, pour ma part, j'ai assez parlé, donc ça va être à vous, Stéphane, Raphaël, succinctement de vous présenter, présenter vos entreprises respectives et comment, je dirais aujourd'hui, vous intégrez l'ISR à vos stratégies d'investissement et comment il peut être vecteur de performance. Je vais donner tout de suite la parole à Stéphane pour Natixis IM. Merci beaucoup, Maxime. Eh bien, effectivement, je vais essayer d'être succinct, bien que ça soit compliqué pour être totalement honnête, puisqu'on a la chance d'avoir un groupe extrêmement riche chez Natixis Investment Manager. En termes clairs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par rapport à des gros acteurs de notre taille, hein, aujourd'hui, on déploie à peu près 1200 milliards d'actifs, on a une originalité, c'est que nous le faisons au travers de plusieurs marques. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir face à vous une société de gestion qui est généraliste, eh bien, on a plutôt choisi d'avoir des sociétés de gestion qui sont expertes sur leur segment. En l'occurrence, vous le voyez à l'écran, hein, avec Thematics, qui est spécialisé dans la gestion thématique, en action, comme son nom l'indique. Hein, donc, il ne fait que ça, une gamme extrêmement resserrée, qui ne fait que de la gestion thématique. Et Mirova, qui est une entreprise à mission, ce qui est un caractère extrêmement particulier, donc qui, dans ses missions, doit contribuer
à l'amélioration et à la transition énergétique et justement à de l'investissement durable. Donc ça, c'est quelque chose de central dans ces missions et qui ne fait que de la gestion à impact. Je reviendrai dans un instant sur ce que ça veut dire. Et donc, là où, et qui en revanche, qui le fait sur toutes les classes d'actifs et partout dans le monde. Mais qui a cet angle, ce prisme très, très précis de l'ESG dans son ADN. Alors, en tant que groupe, Natixis, bien évidemment, accorde énormément d'importance à l'investissement durable, a beaucoup investi de ce point de vue-là pour avoir des ressources importantes. Je pense notamment dans le cadre de Mirova. Mirova, c'est la plus importante équipe d'analystes ESG sur le marché européen. Donc, ça veut dire que ça fait vraiment partie du processus de gestion et que c'est complètement intégré. Mais plus largement, au sein de nos différentes franchises, c'est vrai qu'on a eu à cœur, via nos différentes marques, eh bien, d'avoir des labellisations assez importantes, d'avoir très globalement nos gestions qui sont… Alors là, je vois que sur la diapositive, vous voyez les articles SFDR. Alors, je sais que l'ISR ressemble souvent pour les clients à un millefeuille. Il faut dire ce qui est. Le régulateur ne nous aide pas avec les articles, avec les labels, avec les différentes approches, les principes adverses, la taxonomie. Donc tout ça ne nous aide pas vraiment à naviguer. Donc on va essayer avec Maxime de vous clarifier un peu le sujet. Pour nous, l'ESG, c'est plusieurs choses. C'est d'abord, il y a un premier filtre qui consiste à dire, voilà, je vais filtrer mon univers d'investissement et en exclure les sociétés qui sont les moins bien positionnés d'un point de vue durable, d'un point de vue ESG, donc d'un point de vue environnemental, social ou de gouvernance dans mon univers d'investissement. Et selon chaque pilier, je vais filtrer ceux qui sont les moins bien positionnés, et ce qui va me permettre de n'intervenir en restant très généraliste. Donc c'est une approche globale. Je reste généraliste, mais j'exclus une partie de mon univers d'investissement sur base de critères extra-financiers et durables. Ça, c'est la première réponse, qui est de se dire, par construction, je ne vais investir que sur la meilleure partie de mon gisement d'un point de vue ESG, et donc je vais contribuer à l'amélioration de l'environnement, parce que je ne pourrai plus, je m'interdis d'investir sur les moins bons élèves d'un point de vue ESG. Ça, c'est la première réponse. Et c'est la réponse qu'on va retrouver globalement avec une grande partie de ce qu'on va retrouver en article 8, avec une partie des labels ISR, c'est-à-dire que on va avoir une approche globale sur les marchés. D'où la confusion que peuvent avoir certains de nos clients parfois, qui est de confondre la gestion thématique ESG avec une gestion généraliste avec un filtre ESG, ce qui sont deux choses différentes. Donc la première réponse qu'on va avoir illustrée avec Thematics Meta, c'est de se dire, voilà, je vais investir dans le monde sur de la gestion thématique et en évitant les mauvais acteurs d'un point de vue ESG, ce qui va me permettre d'avoir une réponse durable dans mes investissements. Sans compter le fait que dans le sous-jacent, bien évidemment, on répond à des contraintes environnementales et climatiques. Je pense en particulier à la thématique de l'eau, sur laquelle, effectivement, on apporte un service par le traitement de la donnée, l'optimisation des ressources, le filtrage et la production. Eh bien, en fait, on apporte des solutions concrètes à un problème d'environnement structurel, puisque moins de 1% de l'eau de la planète est consommable et propre à la consommation. Le deuxième segment, quelque part, en termes d'intensité ESG, on va aller une marque plus haut, c'est le fameux article 9. Donc, c'est la gestion à impact, c'est ce que fait exclusivement Mirova. Et là, l'idée, c'est de se dire, non, je vais prendre le problème différemment, je vais investir que sur des entreprises, et c'est là que je change ma lunette, au lieu d'exclure les moins bons, je n'investis que sur les meilleurs, pour être très clair. Et je n'investis que sur ceux qui présentent déjà un impact positif sur leur environnement. C'est ce que fait Mirova Europe Environmental Equity. Et là, spécifiquement sur le E de ESG, donc sur l'axe environnement. Et là, ce qui nous amène à avoir une gestion plus thématique. Et c'est sans doute d'ailleurs ce qui peut nous intéresser en termes de performance à l'heure actuelle, Maxime, parce que c'est un thème qui a été très mal mené globalement, quand on pense notamment à l'énergie renouvelable et à ce type de gisement sur lesquels les valorisations sont aujourd'hui extrêmement chahutées parce que justement, on voit que les investisseurs ont du mal à réconcilier l'intérêt de long terme avec la perspective de court terme. Et c'est sans doute là que se trouve l'opportunité d'investissement à l'heure actuelle, puisqu'il y a une déconnexion entre les fondamentaux et les prix. Et donc, c'est une gestion typiquement thématique qui n'intervient que là-dessus. Donc, si je résume, Stéphane, finalement, tu es en train de nous dire qu'il est possible de lier et d'être un catalyseur de performance pour l'ISR sur le long terme, lier ESG, ISR et performance. Absolument. Et je pense que d'ailleurs, les deux sont intimement liés parce qu'on ne peut pas prétendre faire de l'ESG et de l'ISR durablement sans générer de la performance. Il ne faut pas que ça soit au détriment de la performance, mais bien que ça soit un catalyseur de performance. Et qu'à défaut,
ça nous permet de mieux apprécier le risque. Et on le voit bien. De même qu'il existe du risque d'obsolescence technologique, il y a du risque d'obsolescence en termes de durabilité. Les entreprises qui ne sont pas au niveau seront sanctionnées en bourse. Et donc, ne serait-ce que pour ça, c'est important de déployer une approche ESG sur les marchés. Très bien. Eh bien, écoute, c'était très clair. Je te remercie, Stéphane, pour cette présentation et pour finalement avoir compris Merci, Maxime. comment aujourd'hui, chez Natixis, vous intégrez ça à votre process au quotidien. Raphaël, ça va être à toi pour la SCPI Hirokozen. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, te présenter la SCPI en quelques Oui, bien mots, sûr. comment vous l'intégrez au quotidien? Ouais, bien sûr, merci pour l'invitation. Iroko, on est une société de gestion spécialisée en immobilier. On est une fintech de l'épargne et notre objectif, c'est de rendre accessible et transparente de manière digitale, notamment des fonds immobiliers, dont la SCPI Hirokozen. Donc, Hirokozen, qu'est-ce que c'est? C'est une SCPI qui est notamment labellisée ISR. Elle a la particularité d'être sans frais d'entrée et accessible dès 5 000 euros. Le label ISR en immobilier, c'est quelque chose de très, très récent, hein. Ça date de 2020. Et chez Hiroko, on a souhaité se positionner sur ce sujet dès le départ. Hirokozen, notre SCPI, a été la 7e SCPI à être labellisée ISR. Donc, on l'a fait dès le début. Elle date aussi de 2020. Donc, on a vraiment on a voulu, en tout cas, construire dès le lancement du fonds un fonds engagé et acteur de l'amélioration du parc immobilier existant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 58% des SCPI qui sont labellisés ISR. Donc, c'est un gros succès. Et donc, c'est on va dire quelque chose d'assez classique pour les SCPI d'intégrer des critères extra-financiers dans leur politique de sélection des actifs. Donc, nous, on a nos équipes d'investissement qui sont aujourd'hui une équipe de 12 personnes, donc on est assez staffé, qui suivent ces critères extra-financiers à tout moment de la vie du bâtiment dans la SCPI. Donc, à D'accord. l'acquisition notamment, nos équipes s'assurent que le locataire respecte notre politique d'exclusion. Donc, on vérifie ça. Donc, la politique d'exclusion, qu'est-ce que c'est? C'est notre premier filtre. Voilà, par exemple, Hirokozen ne peut pas acheter des actifs associés à la production d'armes, de contenus pornographiques, de tabac. Ok. Ah, on a un second filtre qui est la formalisation d'une grille de notation qui permet d'évaluer le bâtiment selon les critères, comme tu l'as décrit tout à l'heure, Maxime, E pour environnement, S social et G pour gouvernance. Pour donner des exemples de caractéristiques de la grille, il y a la consommation du bâtiment en eau, en électricité, les flux, c'est super important, les dispositifs d'économie d'énergie du bâtiment, un thermostat, on va dire voilà, des WC avec double toilette. Ça peut être vraiment tout n'importe quoi. Donc, c'est très concret l'immobilier, c'est ça qui est plutôt sympa. L'installation de bornes électriques ou d'espace de stationnement pour vélo. On regarde aussi tout ce qui est santé, bien-être des occupants. Et voilà, pour la partie gouvernance, on regarde principalement l'utilisation du locataire, de l'économie circulaire, mais également aussi sa sensibilisation pardon, au dispositif ESG. Donc, D'accord. chez Hiroko, on peut classer les actifs en 3 catégories à l'issue de ces notations. Il y a les actifs qui sont exclus, donc c'est ceux qu'on ne peut pas acheter. Voilà, ils ont une note trop basse, voilà, ils rentrent dans notre politique d'exclusion. Il y a les actifs best in class, donc ça, c'est les meilleurs actifs. C'est les actifs qui sont des consommations de qualité supérieure ou qui sont supérieurs à un benchmark qu'on a établi. Nous, on se base sur l'OID, donc c'est l'Observatoire de l'immobilier durable qui donne des benchmarks, des indicateurs qui dit cet actif, si sa consommation elle est de temps, elle est meilleure que les actifs dans sa catégorie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on garde à chaque fois. Et après, la troisième catégorie d'actifs qu'on peut avoir, qui est finalement la principale catégorie d'actifs dans laquelle on investit, c'est l'actif qu'on appelle Best in Progress. Donc c'est l'actif qui obtient une note suffisante pour entrer dans notre portefeuille, mais on s'engage à l'améliorer dans les 3 ans via l'établissement d'un plan d'action ou de travaux pour le faire passer justement en best in class, donc dans la deuxième catégorie. Il faut avoir en tête que 3 ans, c'est assez court dans la vie d'un bâtiment. Et donc voilà, on est obligé d'entreprendre des actions concrètes et on a des équipes qui sont mobilisées pour s'en occuper. Et une fois que l'actif il est best in class, c'est là où c'est encore le plus intéressant, c'est qu'on s'assure qu'il reste best in class, donc qu'il reste le meilleur dans sa catégorie tout au long de la détention dans les CPI. Super. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on est convaincu chez Hiroko, effectivement, que le déploiement de ces plans d'amélioration permet non seulement de réduire l'impact de l'actif sur l'environnement, mais également une source d'amélioration de la valorisation des bâtiments sur le long terme. C'est des conversations qu'on a tous les jours avec nos experts immobiliers. Voilà, aujourd'hui, on commence à parler de ce qu'on appelle la valeur verte des bâtiments, qui est ce qui permet de donner de la valeur à un actif. Par exemple, la présence de panneaux solaires. Ça peut être quelque chose qui donne de la valeur à un actif ou la présence d'un label environnemental sur un actif, donc sur un immeuble. Et après, on parle aussi de décode brune. C'est les actifs qui, eux, ne sont pas aux normes environnementales et derrière qui subissent une décote à cause de ça.
Je voulais vous donner quelques petits exemples quand même de travaux concrets qu'on a effectués chez Iroko. Voilà, on a fait des travaux qui donnent de la valeur à nos actifs. On a, par exemple, l'installation de panneaux solaires. On l'a fait sur un immeuble de bureau à Madrid. Et voilà, selon nos estimations, en tout cas selon nos expertises, voilà, il va y avoir une baisse de la consommation qui est significative, donc de 49% et de 78% d'émissions de CO2. Donc là, clairement, c'est une action concrète qui a permis de D'accord. réduire l'empreinte du bâtiment. Et voilà, on a fait aussi plein d'autres actions. On installe des bornes électriques sur plusieurs de nos actifs, à Mont-de-Marsan, à Bilbao, à Solèze, à Sofia et à Limoges. On a aussi installé des programmes de systèmes de programmation, pardon, des horaires qui permettent de varier le chauffage en fonction de l'heure, etc. Et ben pareil, ça donne des réductions considérables des consommations énergétiques. Très Voilà. bien. Merci Raphaël pour ces exemples très concrets. Et puis je sais, de source sûre entre guillemets que voilà la rentabilité de la SCPI Hirokozen est également au rendez-vous, hein, que ce soit en termes de loyers versés, de dividendes, mais également, en matière pardon, de revalorisation de la part. Donc là aussi, on a la preuve qu'aujourd'hui votre stratégie d'investissement et intégrer l'ISR dans cette stratégie, finalement fonctionne et dans la durée génère aussi de la performance. Voilà et est importante à prendre en compte. Super. Et ben écoutez, merci à tous les deux de vous être prêtés au jeu. On arrive tout doucement au bout de cette vidéo. Donc, je pense qu'on a fait un tour succinct, mais finalement assez précis de ce que ça pouvait être l'ISR et comment il pouvait se matérialiser dans des stratégies d'investissement immobilière et financière. Merci à vous d'avoir participé. Merci à vous, chers clients, pour regarder cette vidéo, de regarder cette vidéo. Et n'hésitez surtout pas à revenir vers votre conseiller en gestion de patrimoine attitré afin de bien s'assurer que votre stratégie d'investissement soit toujours en adéquation avec vos valeurs, votre éthique et votre sensibilité extra-financière. Merci à vous, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt!